Aujourd'hui, à Portrait de Leader, on reçoit Youssef Bouayad. Bonjour Youssef. Bonjour, Comment vas-tu? ça va super. Super. Euh, Quand je te regarde, je pense à ta facilité humaine à traiter avec des gens. C'est ça qui me vient. On se connaît depuis quelques années. Puis, quand on parle ensemble, quand on parle en groupe, en tout cas, des commentaires que j'ai de toi, c'est que tu es un expert en alignement d'équipe. C'est vraiment l'impression que j'ai. Puis, c'est peut-être. Quel est ton truc, en fait, pour. Comment tu agis en équipe qui fait que tu rallies des gens autour de toi? Ben, écoute, d'abord, je suis un peu surpris par ce que tu me dis. C'est pas nécessairement l'image que j'ai de moi, ou en tout cas, peut-être que je travaille fort pour me rendre là, mais c'est pas naturel, hein. Je suis plutôt, j'ai eu à beaucoup travaillé mon empathie dans ma vie, là. J'étais peut-être un peu trop sûr de moi quand j'étais plus Ah, jeune, OK. parce que je comprenais pas ce qui se passait. Puis là, j'ai appris petit à petit à écouter les autres. Pourquoi l'empathie, c'est important? Ben, comme je te dis, pendant longtemps, j'écoutais pas vraiment les gens. Mhm. Je pensais à la réponse que j'allais donner, genre, enfin, c'est le classique, là, tu sais, on OK? écoute pour répondre, on n'écoute pas Ouais. pour écouter, là. OK. Donc là, j'essaie de... Qu'est-ce que ça a changé à partir du moment où tu as développé l'empathie ou une meilleure écoute? Ben, c'est sûr que on- il y a plein de façons de voir les choses. Mhm. Et ça serait fou de penser que notre façon de voir les choses, c'est la seule, c'est la meilleure, c'est la plus efficace. C'est peut-être un peu naturel quand on grandit, quand on se développe en tant Mhm. qu'enfant, adolescent, mais parce que la connaissance du monde, de l'univers qu'on a, c'est celle qu'on se construit à l'intérieur, donc c'est la seule. Puis au fur et à mesure, on découvre que les autres ont une autre construction de Mhm. l'univers, ont une autre façon de voir les choses. Donc c'est important c'est enrichissant de comprendre comment eux voient l'univers et puis compléter notre façon de voir les choses avec leur façon de voir les choses. Donc c'est juste à, c'est très, parfois dire de l'empathie, ça a l'air d'être quelqu'un de très généreux Mhm. en fait c'est très égoïste parce que c'est toujours pour mieux comprendre ce qui se passe. Si Wow. on peut accéder à la connaissance des autres pour enrichir sa propre connaissance, c'est OK. super. OK. Voilà. Puis ça a été profitable pour toi, Ah oui, ce oui, changement-là? ben, ça a été profitable à deux niveaux parce que les gens apprécient Mhm. ce genre de comportement. Ils aiment Exact. ça être écoutés, ils aiment ça parler, ils aiment ça avoir une oreille attentive. Et Mhm. puis moi, ça m'apprend des choses, donc je gagne sur les deux tableaux. Donc Mhm. c'est bon. OK. J'ai fait comme toi, moi, dans le passé, c'est que j'étais quelqu'un qui disait, ben, go, là, tu sais, puis je t'écoute, mais pour te dire d'autres choses. Puis Ouais. finalement, ben, il y a des éléments qui m'échappaient complètement, que j'apprenais 3 mois, 6 mois plus tard. Puis, tu sais, mon but, c'était d'avancer, de faire avancer la situation, un projet, etc. Puis là, je me rendais compte que ça avait bloqué pendant des semaines parce que j'avais pas écouté, donc j'avais pas compris la situation. Donc, Ouais. c'est vraiment un très gros plus de faire ce shift-là. Puis, je pense que tu l'as souligné, le fait d'être écouté, ça nous fait sentir important. Ouais, ouais, ouais. Fait que si je suis important pour mon patron, ben ça se pourrait qu'il y ait d'autres choses qui aillent bien aussi. Que je Exactement. devienne plus efficace, que j'ai le goût de m'améliorer, que j'avance et que je sois meilleur aussi avec les autres. Ouais. Donc, c'est un de tes secrets, si je comprends bien, Ben, c'est d'avoir c'est un développé secret. ce talent-là. Ouais, j'avais lu sur recommandation un de mes mentors un livre sur l'intelligence émotionnelle. C'était un livre très universitaire. Il y avait beaucoup de termes Mhm. techniques, etc. Donc c'était un peu ardu, mais il y avait quand même des choses intéressantes là Puis je me suis dit, si c'est étudié à l'université, c'est pas juste de la psychopop. Là. Il doit y avoir quelque Ouais. chose là-dessus, derrière. Donc, il faut pratiquer, là. Ouais. Écouter. C'est Donc, dur d'écouter. C'est dur parce on sait ce qu'on veut. Tu sais, on sait où est-ce qu'on veut aller et on aimerait que l'autre y aille. mhm. Puis on l'écoute, on voit qu'il diverge. Alors comment est-ce qu'on le ramène, etc. Mais quand on écoute vraiment, on apprend des choses. En fait, c'est ça. On Mhm. apprend des choses. Donc, La tentation, c'est d'aller chercher ce qu'on veut, puis ouais, de ouais, passer à l'autre étape. ouais, Mais en réalité, il y a des mines d'informations, il y a de la exactement. qualité là, dans Ouais. cette discussion-là. Tu me parles qu'en l'ayant lu dans un livre, donc dans quelque chose de scientifique, tu l'as cru puis tu as agi. Quel est ton background, ta Moi, formation?
Moi j'ai une formation d'ingénieur. OK. Donc, j'ai toujours aimé ce qui était scientifique, démonstration, mathématiques. Toujours été bon en physique, en chimie. Donc, j'aimais ça. Ensuite, j'ai fait un MBA au HEC à Montréal. Donc, j'ai complété avec tout ce qui est finance, management. Mais je te dirais, le plus gros apprentissage que j'ai eu à HEC Montréal, c'est l'étude des cas. Donc, c'est la méthode d'étude des cas où on présente une situation, une problématique, mais il y a plein de choses. Il y a des faits, il y a des impressions, il y a des... Et c'est un petit peu ce qui se passe dans la vie d'entreprise, c'est qu'on est bombardé d'informations, puis les études de cas, c'est vraiment essayer de démêler qu'est-ce qui est les faits, qu'est-ce qui est les impressions, qu'est-ce qui est une interprétation, et puis à partir de là, vraiment identifier la problématique. Je pense que c'est ça qui m'aide beaucoup au travail, c'est de dire, ben, c'est quoi le problème, c'est quoi le vrai problème. Et c'est pas... un tel a dit ça, mais c'est quoi le vrai problème? C'est aussi de creuser pour arriver jusqu'au fond du problème. Parce qu'une fois qu'on a bien identifié le problème, trouver des solutions, c'est plus facile. Puis le troisième volet aussi que j'aimais dans l'étude de cas, c'est la mise en place de la solution. Souvent, on sous-estime. On pense que si on a identifié le problème, on a trouvé une solution, il va y avoir un match parfait, puis ça va se faire tout seul. Mais en fait, on se rend compte que c'est la mise en œuvre qui est souvent ce qui crée le plus de défis, là, parce qu'il y a de la gestion du changement, il y a de la communication, il faut que le monde embarque, il faut se justifier, il faut le communiquer à plusieurs niveaux. Donc, puis c'est toute cette méthode-là que tu apprends là, pendant 1 an, 2 ans, là, ça dépend combien de temps tu prends pour faire ton MBA, que tu peux appliquer... le premier jour, tu arrives sur le travail, puis tu te rends compte qu'il se passe des choses comme ça, et puis tu peux appliquer. Puis je le faisais vraiment, là. J'écrivais, bon, c'est quoi les faits, puis c'est quoi les impressions. OK, bon, c'est ça le problème. Là, tu le fais de façon très analytique. Ouais, j'ai besoin, pour comprendre les choses, j'ai besoin de les décortiquer un petit peu. Ça, c'est un peu la méthode scientifique, là, de comprendre... toutes les étapes, etc. Ça ne veut pas dire qu'une fois que je l'ai compris, je vais devoir le refaire tout le temps de cette façon, mais une fois que je comprends comment ça fonctionne, je l'intègre, puis c'est plus facile, c'est plus simple la fois d'après. L'ingénieur humain. Donc, ouais, si on veut. C'est ce que je vois. J'aime comprendre comment je fonctionne. Donc, c'est la connaissance de soi aussi, donc ça passe par là. Comment toi tu fonctionnes ou comment l'autre fonctionne aussi? Comment moi je fonctionne. Comment l'autre fonctionne, c'est quelque chose qui... ce sera toujours un secret pour moi. Donc, et puis, ça, tu vois, ça c'est un défaut aussi que j'avais, c'était de faire de la projection. Si je fonctionne de telle façon, les autres doivent fonctionner de telle façon. Puis, bon, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, me connaître moi-même, c'est déjà une tâche herculéenne. Donc, je n'ai pas la prétention d'essayer de comprendre comment les autres fonctionnent. Je m'adapte, j'écoute. C'est ça. Quand tu parles de comment tu analyses une situation, que tu décortiques, tu peux avoir des situations conflictuelles, tu peux avoir un misalignment, si les gens ne sont pas alignés, ils ne comprennent pas, le problème, ça peut être de communication, ça peut être, etc. Quel pourcentage de ces problèmes-là sont de nature humaine versus nature technique? C'est intéressant la question parce que moi, je dis que 99% des problèmes dans une entreprise, c'est de la communication. C'est 99%. C'est assez rare qu'on trouve un vrai problème d'une personne mal intentionnée ou de... C'est super positif ce que tu viens de dire là. Parce que si 99% des problèmes sont des problèmes de communication, puis que le leader, sa job, c'est de bien communiquer, de répéter un message, puis de l'ajuster aux besoins, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on peut changer. Oui. Moi, j'aime beaucoup entendre ça parce que on peut être dans une situation où on dit c'est pas de ma faute, c'est que mes employés ou telle personne dans l'équipe ne comprend pas, n'avance pas. Et toi, tu dis c'est la communication, donc c'est à nous d'être cette solution-là. Oui. Puis en fait, la communication, souvent, on pense que c'est juste prendre un message et le répéter plusieurs fois jusqu'à ce que jusqu'à ce que les gens le comprennent. Mais en fait, c'est prendre le même message et le décliner pour plusieurs personnes qui sont peut-être pas rendues exactement au même niveau dans leur réflexion ou dans leur compréhension du problème qu'on essaye de résoudre. Il y a les gens qui
On prend une décision, par exemple. Ça, c'est pas quelque chose que j'ai inventé, c'est un framework qui existe, les 7 niveaux de communication. Là. Donc, on prend une décision, puis il y a des gens qui vont être persuadés que c'est une mauvaise décision parce qu'ils ne comprennent pas c'est quoi l'impact pour eux, ils comprennent pas, il n'y a rien pour moi là-dedans. Il y en a d'autres qui disent, ouais, c'est intéressant pour moi, mais la compagnie n'est pas prête. Il y en a d'autres qui disent, c'est intéressant pour moi, c'est intéressant pour la compagnie, mais on n'a pas les outils en place, on n'a pas les moyens en place. Il y en a d'autres qui vont dire, qui sont à l'extrême, qui disent, ah, c'est une super idée, il faut y aller, etc. Donc, le message ne peut pas être le même pour chacune des personnes. Donc, il faut trouver le même message, le décliner, et puis quand on le livre, passer au travers de l'ensemble des choses, de l'ensemble des aspects, pour qu'ensuite chacun puisse se reconnaître dans ce message et puisse adhérer. Donc, souvent, c'est ce qu'on voit, en tout cas, c'est ce que je vois parfois dans mon entreprise, c'est que quelqu'un qui fait une communication, c'est la bonne chose à faire, donc il y a juste à le dire, puis ça va passer, mais il ne s'est pas perçu de cette façon, donc ça crée des frictions, ça crée des problèmes, donc il faut rétro-pédaler, il faut retourner, il faut recommencer. Comment tu fais pour vérifier que ça fonctionne, que tu as été compris? À tous les niveaux, là. Quand tu parles des 7 niveaux, quand tu parles des... Oui, ça c'est difficile. Ben, chez nous, on a un système de rétroaction anonyme, là, de feedback anonyme. Donc, les gens peuvent parler de façon, donc, sans crainte de se faire taper sur les doigts. On essaye d'utiliser nos 7 niveaux de communication la plupart du temps. On l'a expliqué, le principe. Donc, tu sais, puis on explique aussi qu'il n'y a pas de mauvaise intention. Personne n'a une mauvaise intention. Et que quand il y a un problème, on tombe dans le 99%, wow. Ça a été mal. Mais toujours se mettre d'un point de vue de bienveillance. Les gens disent des choses, font des choses, mais ils n'ont aucune mauvaise intention. Ils l'ont peut-être mal pensé, mal expliqué, mal présenté, mais il n'y avait pas de volonté de nuire donc je pense que ça aide à désamorcer certaines situations. Quand les gens sont persuadés que les employés sont persuadés qu'il n'y a pas de mauvaise intention, qu'on essaye, qu'on avance, mais que si on s'est trompé, ben on est capable de faire marche arrière. Je pense que ça crée de la confiance. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que dans la vie, on est soit une victime, c'est-à-dire que c'est pas de ma faute, c'est à cause des autres, c'est parce que... ou on a un pouvoir. Un pouvoir positif, un pouvoir qui amène au succès. J'ai la capacité de changer cette situation-là. Dans ton hypothèse de 99% des problèmes sont des problèmes de communication, donc j'ai un pouvoir dessus, donc je peux aller vers, c'est que je dois me regarder puis faire quelle est la solution, comment je peux améliorer cette situation-là. Ce que je trouve extraordinaire. J'étais pas bon comme ça quand j'étais président d'une entreprise. Je pensais qu'en disant le message une fois, tout le monde avait compris les nuances jusqu'en bas, avait décliné dans leur tête, puis que tout le monde avait compris, parce que moi, j'avais compris. Un peu ce que tu disais tantôt. Les gens sont comme moi, donc ils savent ce que je sais, donc ils vont agir comme moi, j'aurais voulu qu'ils agissent. C'est pas du management. J'ai compris les choses en cours de route, mais j'étais pas là tout à fait à mes débuts. C'est vraiment fantastique. Il y a une autre chose que j'aime de ce que tu as bâti, c'est le fait de l'avoir fait avec ton partner. Vous avez vendu une entreprise il y a quelques années. La relation que vous avez ensemble, je connais quelques gens d'affaires comme toi qui ont cette relation complémentaire-là, vraiment efficace, complémentaire et de respect. Parle-moi de comment, toi, tes forces, les forces de ton partenaire, comment est-ce que vous fonctionnez pour être bien dans cette relation-là? Comment est-ce que vous y arrivez? Bon, d'abord, c'est pas quelque chose qui se met en place le premier jour de la relation d'affaires. On était amis, on passait du bon temps ensemble, on faisait des choses ensemble, de niveau amical. Mais quand on se met en affaires, c'est pas du tout la même relation qui se met en place. Bon, ça aide d'avoir des bonnes relations, de se connaître, mais ça a pris du temps avant qu'on développe ce respect mutuel dans le monde des affaires. Et en fait, c'est apparu beaucoup dans le conflit, hein, parce qu'il avait une idée, j'avais une idée, on était 50-50, donc tu sais, pourquoi lui, pourquoi pas moi? Donc il y avait pas mal de confrontations.
Mais ça nous a forcé à chaque fois, parce qu'on se respectait quand même beaucoup, ça nous a forcé à chaque fois d'essayer de réfléchir à une autre idée. Et au final, on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'on faisait ça, la troisième idée qu'on trouvait était supérieure aux deux autres. Et pour moi, c'est ça l'essence de la collaboration. La collaboration, c'est pas d'amener les gens vers soi, c'est d'aller ensemble quelque part qui est supérieur. Donc, puis il y avait des exemples concrets. Le choix d'un système. Au début, on s'était beaucoup pas disputé, mais on parlait beaucoup on fait les factures en français, en anglais, dans les deux langues, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et puis il y avait des enjeux c'est plus compliqué de les faire dans les deux langues, mais on fait quand même affaire au Québec. Donc il y avait beaucoup de confrontation là-dessus. Puis finalement, on a trouvé une solution très modulaire qui permettait de faire les deux et puis qui nous a permis d'aller beaucoup plus vite parce que c'était automatisé. Donc, ça, c'est un exemple. Il y en a eu plein. Mais au fur et à mesure qu'on bâtissait ce genre de succès, de petits succès, ça renforçait le respect. Et puis on comprenait exactement comment ça fonctionnait. Donc, quand j'avais une idée, je savais que c'était probablement pas la meilleure. Donc, je lui demandais qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu ferais, comment tu le ferais, etc. Puis parfois, ça arrivait souvent qu'il dit regarde, ça c'est ton domaine, tu décides, je vais te suivre. Ou parfois, il dit moi c'est comme ça que je l'aurais fait, mais qu'est-ce que tu en penses? Puis là, on entrait tout de suite en mode collaboration, élaboration d'une nouvelle façon de faire. Et puis, c'était très, très, très satisfaisant. C'est votre respect qui fait que vous aviez l'ouverture pour écouter ce que l'autre disait, un peu comme ce que tu mentionnais tantôt, d'écouter ce que l'autre dit, puis finalement, ton idée est bonne, mais on peut aller encore plus loin. Puis au début, ça arrivait qu'on s'envoyait chier, là, puis c'était pas agréable, là, tu me parles pas comme ça, mais c'est fou parce que quand on a des petits succès comme ça, ensuite, on se rend compte que il n'y a pas de mauvaise... Encore une fois, on retombe, il n'y a pas de mauvaise intention. Puis là, ça n'arrive plus jamais. Là. Ça arrive, je te dirais que ça fait 3-4 ans que je ne me suis jamais fâché avec lui. Là, ou même si ça arrive que lui lève le ton, que je lève le ton, là, 10 minutes après, je reçois un petit message, un SMS, excuse-moi, je suis désolé, je passe une mauvaise journée. Donc, il n'y a pas de... On se connaît très bien. Donc, l'intérêt commun a pris le dessus sur l'ego. Absolument. Au fil des, en fait, des succès. Dans le fond, c'est que c'était plus payant. Oui, c'était plus payant. Encore une fois, il n'y a pas d'altruisme où c'est très orienté résultat, progression, succès, etc. Donc, si je veux que ça marche mieux, plus vite, j'ai intérêt à faire ça. Donc, on apprend très vite. Hein, on est très vite conditionné. Et donc, on perd un petit peu les mauvais réflexes de se fâcher, de contredire ou de... Donc, on voit ce qui marche et puis on le fait à fond, quoi. Vous avez vendu votre entreprise. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un entrepreneur quand on vend son entreprise? Quel est comment on se sent? Pour nous, c'était comme beaucoup de satisfaction parce qu'on avait monté la compagnie avec l'idée de la vendre à un moment donné. Là, on savait qu'on n'allait pas transmettre ça à nos enfants ou aller en bourse avec ça. Donc, on s'est dit, on va identifier une opportunité d'affaires. Et puis, il y avait aussi la volonté de créer un environnement de travail bien particulier. On pourra en reparler plus tard, mais ce qu'on a fait. Mais quand on a vendu, donc c'était la satisfaction du devoir accompli ou de s'être dit, on s'est fixé un objectif, on a atteint l'objectif. Il n'y a pas eu de déchirement ou je laisse aller mon bébé ou qu'est-ce qui va se passer. Non, on était super contents. Vous étiez prêts? Oui, on était prêts. Oui, on était prêts. On était arrivé au moment où il fallait le vendre. Donc, un peu jeune quand même, par rapport à la moyenne des gens qui vendent une entreprise? Ah non, moi je suis pas jeune, moi j'ai 55 ans. La plupart des gens pensent à vendre sérieusement dans les 55 à 60. OK. C'est un peu pour ça que je te dis, un peu jeune par rapport à... Puis même là, il y a très, très souvent, de mes expériences, il y a très souvent une résistance à laisser aller le bébé. Okay? J'ai bâti ça fait 20 ans.
je vends parce que je vends, mais Ouais. j'aimerais mieux pas vendre. Là, il y a un conflit intérieur qui joue. C'est pour ça que je t'ai posé la question de Non, qu'est-ce non, qui se passe quand... non, non, je pense il y avait un contexte favorable. Il y avait eu quelques acquisitions euh, au printemps 2021, des compétiteurs qui s'étaient fait acheter. Donc, on a senti que c'était peut-être le moment de se mettre sur le marché, de voir qu'est-ce qu'on vaut, là, tu sais, et puis surtout de se dire, ben, si on veut continuer à croître, maintenant que nos compétiteurs sont adossés à des plus grandes entreprises, peut-être qu'il faudrait aller chercher aussi le même genre de support là, financier. Donc, ça s'est fait un peu naturellement. Là, donc, Je parlais de créer un environnement. Qu'est-ce que tu voulais ouais, dire? ben, c'est sûr qu'au début, bon, on a toujours été très, très impressionné par il y a une petite vidéo de Simon Sinek là, qui parle du why, là, tu sais, de choisir son why, etc. Et nous, on n'arrivait pas à trouver notre why, on s'en trouvait poche, là, tu sais. Puis, c'est ça. Puis, à un moment donné, on a embarqué sur, ben, je veux dire en anglais, parce que c'est comme ça que better workplace. Ouais. C'était de se dire, ben, comment est-ce qu'on peut créer un environnement de travail, un meilleur environnement de travail, et puis ça va être notre objectif. Là, on ne le fait pas pour nos actionnaires, on ne le fait pas pour les clients, on le fait pour les employés. Euh, j'avais développé toute une théorie là, du Better Workplace, dire, ben, tu sais, il n'y a rien de novateur là-dedans, mais c'était de dire, ben, c'est sûr en tant qu'entrepreneur, on a tous envie d'avoir un impact sur le monde, là, tu sais. C'est comme dans la série Silicon Valley, à un moment donné, tout le monde dit, là, make the world a better place, là, tu sais. Puis, c'est avec une petite joke, là. Puis, nous, on se disait, ben, peut-être qu'on n'a pas la capacité de transformer le monde, mais on a la capacité de changer notre environnement de travail. On ne contrôle pas l'économie, on ne contrôle pas la technologie, puisqu'on ne développe pas de la technologie, on ne contrôle pas le prix du pétrole, les conflits dans le monde, etc. Mais il y a une chose qu'on contrôle, c'est qui on embauche, les processus qu'on met en place, les valeurs qu'on décide de mettre de l'avant et de vivre tous les jours. Et donc, si on oriente tout ça vers la création d'un meilleur espace de travail, ben, on aura un impact positif sur nos employés, probablement un impact positif sur leur famille, leur communauté, puisque théoriquement, ils rentrent chez eux, ils ne sont pas stressés, donc ils peuvent s'occuper de leurs enfants, s'occuper de leur communauté. Probablement un impact positif sur nos clients, parce que des employés motivés, ben, généralement, ils travaillent un petit peu mieux, plus dédiés, et donc les clients sont contents. Puis, mon entreprise, elle est dans le marketing, donc si on travaille bien pour nos clients, les clients de nos clients seront aussi bien servis par le marketing qu'on aura servi. Donc, l'idée est toute simple, c'est en s'occupant de quelque chose qu'on contrôle, dans notre environnement immédiat, on peut avoir un impact sur nos employés, leur famille, leur communauté, nos clients et les clients de nos clients. Donc, on ne change pas le monde, mais vous avez un impact. On a un impact. Ouais. Donc, et ça, c'était vraiment un principe directeur. À chaque fois qu'on prenait une décision, on disait en quoi ça va améliorer notre environnement de travail. Est-ce que ça va améliorer notre environnement de travail ou non? Puis, j'avais développé aussi une série de questions quand je passais les entretiens d'embauche. Et puis, j'aimais bien cette question parce qu'ils ne s'y attendaient pas du tout, les employés. Donc j'expliquais le Better Workplace, etc. Et puis, la dernière question, je dis, ben, moi, je vais t'embaucher. Qu'est-ce que tu vas faire pour améliorer l'environnement de travail? Ça va être quoi ta participation, ta contribution au Better Workplace? Parce que ça ne vient pas juste de l'entreprise ou des ressources humaines, ça vient de chaque employé. Donc, qu'est-ce que toi, tu vas faire pour... alors là, je les voyais, là, ils étaient comme... Ils prennent une grande inspiration, ils essaient de réfléchir et ils étaient séduits. En tout cas, je pense qu'ils étaient... Vraiment, je pense que ça faisait mouche, cette approche. Et puis, à la fin, tu te confonds complètement avec la mission que tu t'es donnée. Ce n'est pas juste un slogan ou
quelque chose que tu essayes vraiment de vivre ça tous les jours, et puis tout le monde y croit, et puis parce que tout le monde y croit, ben, ça fonctionne. Là, exact. C'est ça. Donc, c'est le principe du teamwork, dans le fond. Ouais. On a une game à gagner, C'est ça. puis chacun a son petit bout à faire. Ouais. Parce que ce que je vois souvent, c'est des valeurs, puis ça s'arrête là. C'est comme si ta job, c'était d'en parler, mais pas nécessairement de le faire vivre. Ouais. Il y a deux niveaux. Et là, tu leur demandes de jouer un rôle précis là-dedans. Ouais, de participer. Là, Ouais. Et ça rend ça vrai. C'est ce que j'entends. Là. Ouais. Je suis mis à la place d'un employé. Je me suis dit, OK, c'est parce que c'est vrai ici. Ouais. C'est Ouais. quand même assez intéressant de voir ça. Ouais. Youssef, est-ce qu'il y a des leaders qui t'impressionnent, qui t'influencent dans ta façon d'agir? Ben, je te dirais, c'est ce qu'on appelle les usual suspects. Là, moi, j'ai grandi dans les années 70, 80, 90. C'est là que j'ai développé. Donc, ça va être Bill Gates, Steve Jobs, puis plus récemment Daniel Ek là, de Spotify ou Elon Musk. Mais il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que je sais que souvent, c'est pas nécessairement que des leaders positifs. Là, je prends par exemple Elon Musk. Là. Moi, je suis très impressionné par son audace, sa capacité de travailler, sa créativité, le fait qu'il ait lancé plusieurs entreprises, etc. Mais je sais que c'est un gars pourri en termes de communication, gestion des ressources humaines, c'est un arrogant, des conneries. Ben, je pense qu'il est sur le spectre, donc on ne peut pas trop lui en vouloir. Mais je suis capable de rester inspiré par certains aspects d'une personnalité tout en reconnaissant que... Donc il y a le pattern, anti-pattern. Donc je suis capable d'aller chercher les deux aspects. Mais parce que chacun doit créer sa propre palette, hein, sa propre personnalité. Ouais. Je ne peux pas être quelqu'un d'autre, donc je vais être moi-même. Mais comment est-ce que je peux m'inspirer avec les qualités de telle personne, les qualités de telle personne, et puis monter ton propre patchwork. Là, donc de voir le bon côté. Oui, le bon côté. Mais j'aime ça lire les bios, là, et puis voir c'est quoi les enjeux, les défis qu'ils ont eu à relever, comment ils se sont pris, le réseau qu'ils ont bâti pour le faire, les erreurs, etc. Donc, c'est inspirant. Là, et puis, probablement plein d'autres leaders intéressants dont il n'existe pas de biographie parce qu'ils n'ont pas laissé quelque chose de concret, mais c'est juste parce que c'est plus accessible, là. C'est tout. Là. Qu'est-ce qui te reste à accomplir, Youssef? Ben, beaucoup de choses. Là, on a vendu la compagnie, mais je travaille toujours pour le nouveau propriétaire. Puis l'idée, c'est de continuer à faire croître ça, à faire l'intégration entre les différentes unités d'affaires, à continuer à faire des acquisitions. On a fait une acquisition après, donc il faut intégrer, donc c'est intéressant. Si à un moment ça s'arrête parce que j'en ai assez ou bien parce que j'ai fait le tour, j'aimerais ça peut-être... acheter une entreprise et puis la développer, c'est-à-dire plutôt que de repartir quelque chose, partir de quelque chose existant et puis le faire croître. J'aime beaucoup tout ce qui est mentorat, coaching. Je travaille avec la base entrepreneuriale de HEC Montréal et puis chaque année, je coach une start-up. Là, on parle, c'est des discussions, puis ça me permet de garder un peu l'esprit éveillé, de comprendre qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on s'en va, à quoi pensent les jeunes, etc. Je trouve que c'est très satisfaisant quand tu discutes avec quelqu'un, tu poses des questions et puis tu vois la petite étincelle. Ah, il a compris. Ah, ça a déclenché quelque chose. C'est extrêmement satisfaisant. Je pense que tu dois le vivre souvent, ça, parce que tu as l'impression d'avoir fait quelque chose d'utile, d'avoir passé au suivant, puis de continuer à avoir une certaine influence sur ce qui se passe et de comprendre. Je pense que ma plus grande crainte, c'est d'être dépassé, là, de ne plus comprendre le monde dans lequel on vit, d'être un petit peu... de ne pas parler de trucs personnels, mais mon père, par exemple, c'était genre, à un moment donné, il a décroché du monde. Là, il ne comprenait plus ce qui se passait, il ne comprenait plus la musique, il ne comprenait plus les jeunes, il ne comprenait plus rien. Là, ça me terrifie. Là, comment est-ce que je peux rester connecté avec le monde? Il ne s'agit pas de l'approuver, de le désapprouver, de le juger ou pas, mais de le comprendre. C'est peut-être ça, être vieux, dans le fond. C'est juste de ne plus comprendre, de ne plus être capable de comprendre, sans juger les gens qui arrivent à ce point-là. Donc, de toujours apprendre pour rester connecté. Ouais, je pense que
Puis parfois, ça m'arrive parfois de trouver que je perds de l'intérêt dans certaines choses parce que j'apprends plus rien. Ouais, Ça, on tourne en rond. Mais, mais ça, forcément, plus tu vieillis, plus tu connais de choses, moins tu en apprends. Ou en tout cas, il y a beaucoup de répétitions. Tu sais. Dans la musique, dans les films, dans les histoires. Ah, mais je la connais, cette histoire, ça ne m'intéresse pas. Là, tu sais. Je l'ai déjà entendue. Tu sais. Je ressors des vieux films des années 70, 80. Ouais, mais ça, j'ai déjà vu cette scène quelque part. Là, tu sais. Donc, j'aime. Mais tous les artistes, tous les auteurs s'inspirent les uns des autres et puis ça avance. Donc, il faut reconnaître la contribution de chacun. Donc, ça, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a plus rien à inventer. Je suis juste en train de dire que faut chercher un petit peu plus, mais c'est intéressant. Ce que je sens, c'est ton intérêt à apprendre tout le temps. Ouais. Merci beaucoup, Youssef. Merci. Merci.